Bienvenue à tous les curieux. Je m'appelle Thomas Vale. Du moins, c'est ce que je croyais. Dans les années 90, un esprit revival des années 70 marqua de son empreinte cette décennie de fin de siècle, mais aussi de millénaire. J'ai participé à l'évacuation de l'appareil de renseignement nazi juste avant la fin de la guerre. Nous avons utilisé ces agents dans la lutte contre les communistes. Et fit ressurgir tout un tas de thématiques chères à cette époque, placées sous le sceau du doute, de la remise en cause des pouvoirs en place, notamment suite au scandale du Watergate qui causa la démission du président américain Richard Nixon, mais aussi de nombreuses théories du complot. La mythique série de Chris Carter, X-Files, fut bien évidemment le fer de lance de cette mouvance paranoïaque et attira dans son sillage tout un tas de séries télévisées surfant sur cette remise en cause de nombreuses vérités présentées comme officielles. Et l'une d'elles en est l'une des principales représentantes alors qu'elle n'a duré qu'une saison et semble quelque peu oubliée aujourd'hui. J'avais tout. Et en l'espace d'une seconde, on m'a tout pris. Alors qu'elle pouvait se targuer de posséder de nombreuses qualités et d'embrasser sa thématique de l'homme luttant seul contre tous pour rétablir la vérité à 200%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir L'homme de nulle part. En 1995, X-Files en est à sa deuxième saison et la série qui était au départ un pari plutôt risqué pour la toute jeune chaîne Fox. Je vais danser pour avoir des frics. Jusqu'ici connu quasi exclusivement pour sa série d'animation ultra mordante Les Simpsons, commence à acquérir doucement mais sûrement le statut d'œuvre culte, notamment grâce à ses épisodes Loners très marquants tels que Projet Arctique, Compression et le retour de Tooms, diptyque consacré aux mutants élastiques mangeurs de foie humain, Quand vient la nuit et Faux frères siamois, entre autres. Mais surtout grâce à ses épisodes mythologiques qui reviennent de manière plus ou moins nébuleuse sur la gigantesque conspiration d'un groupe d'hommes baptisé le Consortium et qui œuvre dans l'ombre au sein de différents gouvernements, notamment celui des États-Unis, afin de préparer une invasion extraterrestre. Et ce thème du complot, qui connut son heure de gloire dans les 70s avec l'excellent Capricorn One de Peter Iams, film auquel j'ai déjà consacré une vidéo sur la chaîne, mais aussi Les Hommes du Président et Complot à Dallas, entre autres, sans oublier le film matriciel Z de Costa Gavras, qui date quant à lui de 1969, vit un regain d'intérêt dans les années 90, notamment grâce au JFK d'Oliver Stone, dont s'est fortement inspiré Chris Carter pour créer X-Files. Et les producteurs des grands networks ont bien évidemment surfé sur cette vague en proposant de nombreuses séries qui exploitent ce thème, telles que Dark Skies, Le Caméléon, et bien évidemment celle qui nous intéresse dans cette vidéo. Cette dernière voit un photographe tenter de recouvrer sa vie et son identité qui lui ont été purement et simplement retirées sans ménagement et sans la moindre explication, faisant de lui le Nowhere Man, l'homme de nulle part. La chaîne UPN, initiale de United Paramount Network, dont la première série produite fut Star Trek Voyager en 1995, demanda au scénariste et producteur Laurence Herzog, qui avait fait ses armes dans les années 80 sur des séries telles que Le Juge et le Pilote et Stingray, de leur créer un show reprenant ce thème du complot et d'un homme seul contre un système ultra puissant, une machine qui a décidé de le broyer, exactement comme dans le chef-d'œuvre de Franz Kafka, Le Procès, et dont Orson Welles a signé une excellente adaptation avec Anthony Perkins en 1962. Laurence Herzog a commencé sa carrière en 1972 en tant qu'assistant producteur et producteur associé sur la série Dr. Simon Locke, puis est devenu producteur sur le film Pitié pour le prof en 1977. En 1979, il se lance comme scénariste sur l'éphémère série Madame Colombo, puis a travaillé sur L'amour du risque, a créé Starbuck en 1987, qui n'a duré que 16 épisodes, le téléfilm Project Inman, 8 épisodes de Raven, un épisode de Walker Texas Ranger, 3 téléfilms pour L'amour du risque en 1994, 4 épisodes de Sequel pour laquelle il est producteur superviseur et l'histoire du film Darkman 2 avant de créer L'homme de nulle part. Après l'arrêt de la série, il rebondira en scénarisant 2 épisodes de Profiler, 13 épisodes de Nikita, la version de 1999 avec Peta Wilson, puis travaillera sur 24 heures chrono en 2002 et y reviendra en 2013, sans oublier Hunter, Missing et Painkiller Jane. Pour l'épauler au scénario, citons notamment Joel Surnault, scénariste producteur sur les séries Equalizer, Falcon Crest et L'As de la Crime avant L'homme de nulle part, puis créateur des séries Nikita et 24 heures chrono, pour laquelle il embauchera son ancien mentor. Pour lancer les codes visuels de la série qui se veulent très cinématographiques et fortement inspirés des films de la mouvance paranoïaque, la réalisation des 2 premiers épisodes est confiée à Tobe Hooper, réalisateur des mythiques Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist, mais aussi de l'adaptation de Stephen King Les Vampires de Salem pour la télévision en 1979. L'inspiration d'X-Files étant pleinement assumée et revendiquée, la musique est confiée à Mark Snow, qui avait signé le cultissime générique de la série où enquêtent Mulder et Scully,
et composera également celui de Millennium. Série qui a bien évidemment déjà eu sa vidéo sur la chaîne, toujours pour Chris Carter. Niveau casting, le rôle du héros qui perd soudainement sa vie, Thomas Vale, est très vite attribué à l'excellent Bruce Greenwood, un acteur canadien né au Québec en 1956 et qui a commencé sa carrière en 1977 dans la série The Beachcombers avant d'enchaîner avec un petit rôle dans le méconnu Le Secret de la Banquise avec Donald Sutherland et Vanessa Redgrave entre autres en 1979. Il a aussi incarné un militaire dans Rambo, puis est revenu à la télévision avec Le Voyageur, Legman, Jesse, Cap Danger, Matlock, La Loi et la Loi, Hôpital Saint-Elsewhere, Côte Ouest dans 22 épisodes tout de même et Hardball, avant de devenir l'homme de nulle part. Par la suite, il a joué dans les séries Larry Sanders Show, Sleepwalkers, puis se révèle véritablement au cinéma en 2000 dans l'excellent 13 jours de Roger Donaldson dans le rôle de John Fitzgerald Kennedy. Puis il sera au générique des films Abîme, Fusion, Hollywood Homicide, iRobot, Truman Capote, Burt Monroe, Déjà vu de Tony Scott, mais aussi Benjamin Gates 2 dans le rôle du président, pour ne citer que cela. Il a aussi incarné le capitaine Pike dans Star Trek de J.J. Abrams en 2009, puis dans sa suite Into the Darkness en 2013, ainsi qu'un militaire dans Good Kill d'Andrew Niccol, avant de retourner à la télévision, notamment dans Mad Men, American Crime Story et The Resident, où il incarne Randolph Bell dans plus d'une centaine d'épisodes. Au cinéma, il a été aussi le président dans Kingsman Le Cercle d'Or et Robert McNamara dans Pentagon Papers. Dans le rôle de sa femme Allison, qui mène peut-être un double jeu, nous retrouvons la tout aussi excellente Megan Gallagher, qui a connu une carrière avant tout télévisuelle, mais particulièrement fournie, puisqu'elle a figuré dans La Loi de Los Angeles, puis dans 19 épisodes de Capitaine Furio, entre 1986 et 1987, The Slap Maxwell Story, China Beach, Pacific Station, The Larry Sanders Show dans le rôle de Jenny Sanders, Star Trek Deep Space Nine et Urgence. Après L'homme de nulle part, elle sera Catherine, la femme de Frank Black, incarnée par Lance Henriksen, dans 45 épisodes de la série Millennium. Puis elle continuera sa carrière à la télévision, en participant notamment aux séries Star Trek Voyager, FBI porté disparu, La vie comme elle est, 7 à la maison, 24 heures chrono, Les experts, Suits et NCIS. Dans la série, citons également la participation de Dwight Schultz, qui était l'inoubliable looping de l'agence touriste. Mais aussi le lieutenant Reginald Barclay dans Star Trek The Next Generation et qui interprète ici Harrison Barton. Tu lui plais. Ted Levin, alias Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux, Carrie-Anne Moss, future Trinity de Matrix, et Maria Bello sont aussi de la partie. Tout comme Bryan Cranston, papa de Malcolm, puis un glaçant Walter White dans Breaking Bad de Vince Gilligan, et Dean Stockwell, qui a beaucoup œuvré chez David Lynch, mais surtout connu des sérivores comme Hal de la série Code Quantum, pour ne citer que deux exemples d'une carrière longue comme le bras. La série est clairement un mélange de plusieurs influences, toutes très bien digérées et retranscrites. Citons notamment Le procès de Kafka et 1984 du côté de la littérature, L'invasion des profanateurs, L'homme qui en savait trop, Sueur froide et la mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, Z de Costa Gavras, À cause d'un assassinat, Clute, Les 3 jours du Condor, Marathon Man, Capricorn One, Invasion Los Angeles et JFK. Il m'est aussi impossible de ne pas citer les séries Le Fugitif, Les Envahisseurs, L'Incroyable Hulk, Le Prisonnier et bien évidemment X-Files, principalement pour son ambiance conspirationniste teintée de secrets et de manigances. La date est arrêtée. La série débute par un épisode qui dure plus d'1 heure et qui est titré Le néant total en VF et Absolute Zero en VO. Dès l'ouverture, nous y voyons en très gros plan une photographie en noir et blanc qui montre des militaires américains dans la jungle assistant à la pendaison de plusieurs hommes cagoulés. La caméra passe en revue tous les éléments de la photographie, puis recule pour nous en donner une vue d'ensemble. Elle est entourée de barbelés et nous comprenons que nous sommes à une exposition. L'événement a tout l'air d'être un succès et l'exposant, le photographe Thomas Vale, semble être des plus heureux. C'est un homme plein d'assurance qui paraît relativement sûr de lui et de son talent. Sa femme Allison est là et juste après le vernissage, ils sortent dîner au restaurant en tête-à-tête. Je me disais que c'était dommage que ta mère ne soit pas venue à l'ouverture de l'expo ce soir. Elle aurait sûrement été fière de toi. Il s'absente quelques minutes pour aller aux toilettes, puis fumer une cigarette. Mais lorsqu'il revient, sa femme a disparu et un couple de personnes âgées est installé à sa table. Pire, le maître d'hôtel lui assure qu'il ne l'a jamais vu, ni lui ni sa femme, que ce couple vient dîner là à cette table très régulièrement et qu'ils sont là depuis de longues minutes. Ne comprenant pas ce qu'il se passe, le photographe s'énerve, mais est jeté dehors manu militari par un agent de sécurité. Mais le pire est à venir, car lorsqu'il rentre chez lui en taxi, sa femme ne le reconnaît absolument pas. Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai pas envie de rire. Son chien grogne après lui. Quoi ?
Toi aussi, Newty, t'es dans le coup. Et un autre homme est aux côtés de sa femme. D'ailleurs, ce dernier le menace avec un fusil. Circonspect et choqué, il veut retirer de l'argent au distributeur pour dormir à l'hôtel, mais sa carte est avalée par la machine. Oh les merdes, rends-moi ma carte, bordel! Désemparé, il se rend alors à son studio photo, là où a eu lieu l'exposition, et il découvre que la fameuse photographie des hommes pendus, qu'il a baptisée l'envers du décor ou en VO Hidden Agenda, a disparu. Il comprend alors que cette dernière est sûrement la cause de tout ce qui lui arrive. Le lendemain matin, il cherche à confronter sa femme dans sa voiture, et cette dernière admet qu'elle a été obligée d'agir ainsi car des hommes l'ont menacée. Il s'excuse alors, mais dès qu'elle croise un policier, elle dénonce immédiatement son mari comme étant un forcené qui l'a prise en otage. Il est alors envoyé à l'hôpital psychiatrique Callaway, car présumé fou. Engoncé dans une camisole de force, il tente de s'expliquer auprès d'un psychiatre, le docteur Bellamy, mais rien n'y fait. Le lendemain, un autre patient lui confie que toute sa vie lui a été retirée, volée, le néant total. Tout ce que tu croyais avoir, tu l'as plus. C'est le néant total, mon pauvre vieux. Peau de balle et balai de crin. Thomas Veil parvient à s'évader du centre en prenant le docteur Bellamy en otage et découvre que ceux qui lui ont volé sa vie veulent absolument mettre la main sur les négatifs de sa photo, l'envers du décor. Il décide donc de s'envoyer à lui-même diverses épreuves des négatifs dans des postes restantes à travers tout le pays, car il sait que tant qu'il sera en possession de ces négatifs, ils ne peuvent pas le tuer. Il parcourt alors les États-Unis sans identité et traqué comme un fugitif, cherchant à comprendre pourquoi cette photo lui a valu de perdre sa vie. Il remonte petit à petit la piste à travers divers éléments de la photo, comme le tatouage d'un des militaires ou la plaque d'immatriculation de la Jeep, pour savoir qui exactement figure sur cette photographie et pourquoi elle semble si importante, ce qui pourrait l'aider à comprendre pourquoi ces hommes veulent tout faire pour qu'elle disparaisse. Le suspense, les rebondissements, les manipulations et les faux semblants sont nombreux, rendant également le téléspectateur paranoïaque, tout comme Thomas Veil. A-t-il raison? Est-il fou? Que cache cette photo? Est-elle authentique? Révèle-t-elle elle-même une conspiration? La série entretient le suspense de manière particulièrement ingénieuse, et si dans un premier temps la thèse du complot s'impose aux téléspectateurs avec des épisodes au schéma relativement répétitif où Thomas Veil est manipulé de manière sournoise pour dévoiler où se trouvent les négatifs, mais finit par se rendre compte de la supercherie et arrive à s'échapper, à partir de l'épisode 18 titré fort justement l'envers du décor, les cartes sont redistribuées et la vérité de la série se révèle bien plus complexe qu'une simple histoire de photos compromettante et de témoins gênants, bien trop lucides ou complètement paranoïaques, pour s'achever sur un épisode 25 baptisé Gemini et nous confirmant une effroyable réalité. Le dernier épisode est satisfaisant dans une certaine mesure, dans le sens où il apporte une conclusion à la série, même si cette dernière n'est absolument pas ce à quoi l'on pouvait s'attendre en ayant aimé le pilote et les épisodes qui l'ont suivi. En fait, la série a changé de cap, mais ne s'en est pas pour autant trahi, ni dans son thème, ni dans son sujet. Elle s'est juste achevée de manière pour le moins inattendue, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette fin vous a plu, ou si vous auriez souhaité une autre résolution. Si vous êtes plutôt partisan de la théorie du complot concernant cette série, ou si vous pensez au contraire que Thomas Veil est fou. Tout au long de la série, il y a des indices qui tendent plutôt vers la première solution, avec des références explicites aux envahisseurs, comme les cigares dont le bout est percé avec un crayon à papier par les conspirateurs, tout comme le moyen de repérer les envahisseurs pour David Vincent était leur auriculaire sans articulation. Mais l'intelligence des scénaristes a été de ne surtout pas se limiter à simplement singer les précédentes œuvres auxquelles ils se réfèrent bien volontiers, mais au contraire à les prendre comme point de départ pour mieux s'en éloigner et trouver le propre langage de leur série, son propre style et sa propre vérité. Ce qui est tout à leur honneur, même si cela peut déconcerter ceux qui souhaitaient y retrouver une version modernisée du fugitif ou des envahisseurs, ce que Nowhere Man n'est absolument pas. Mais je ne saurais trop vous conseiller de vous faire votre avis par vous-même en la regardant en intégralité, d'autant qu'elle est disponible sur YouTube en version française. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur L'Homme de Nulle Part. Je vous présente les choses telles qu'elles sont. C'est votre version. Je suis pas idiot, je sais que tout ça a l'air complètement dingue. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.